Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Donc, comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais tout de suite, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Christophe. Alors, le dernier protocole sanitaire en date dans les établissements scolaires permet-il de soulager les officines? Dernier protocole en date qui doit rentrer en vigueur aujourd'hui même. Le dernier, hein, Oui, pas enfin le le dernier. dernier peut-être pas, mais Enfin, dernier en voilà. date. Ça change quand même beaucoup, mais il faut le dire. Nous avons eu, nous, du mal à suivre ces protocoles. Bon, nous avons passé une semaine à expliquer au service du Premier ministre, avec le ministère de la Santé en appui, que le protocole scolaire précédent n'était pas possible, qu'il n'était pas imaginable de faire un geste de prélèvement nasopharyngé à grande échelle sur des petits de 5, 6, 7 ans qui étaient cas contact dans le cadre du milieu scolaire. Au-delà d'emboliser les pharmacies et les laboratoires, c'est un geste qui est invasif et ce n'était pas raisonnable de le faire pour des si jeunes enfants. Donc, enfin, nous avons été entendus donc, lundi soir avec une particularité qui nous a été annoncée mardi soir concernant les plus de 12 ans, qui ont un protocole différent suivant qu'ils sont cas contact en milieu scolaire, auquel cas on doit leur délivrer 3 autotests, ou bien qu'ils sont cas contact dans la sphère privée, chez eux par exemple, ou dans ces cas-là, donc ces jeunes qui ont plus de 12 ans, qui ont 15 ans par exemple, doivent avoir un test antigénique et 2 autotests. Bon, mis à part cette particularité qui nous a amené à refaire une communication hier avec un tableau précis que je vous conseille de garder en pièces enfin, sur la table de chevet pour savoir exactement comment ça marche. Le protocole, oui, nous satisfait. Et maintenant, nous sommes en capacité de faire face à la technique de dépistage spécifique au micron. Je tiens à dire que l'approvisionnement en autotest est un enjeu très fort. Un enjeu très fort sur d'une part, la possibilité, enfin, la capacité du réseau pharmaceutique à répondre à la crise sanitaire et aux demandes des autorités de santé, et d'autre part, c'est un enjeu également de sauvegarde du monopole, puisque c'est au travers de cette délivrance des autotests qui, là, pour le coup, n'est pas une option pour les pharmaciens. Vous savez que le dépistage, j'ai eu l'occasion de le dire, la vaccination, on incite fortement à le faire, mais ce sont des gestes, le pharmacien peut le faire, c'est sur la base du volontariat. La délivrance des autotests, c'est du monopole pharmaceutique, c'est un dispositif médical de diagnostic in vitro, c'est une mission, tous les pharmaciens doivent. Donc il faut s'approvisionner. On a fait une grosse pression sur les grossistes répartiteurs. Ouais, alors justement, vous allez avoir des quantités suffisantes? Oui. Nous avons fait une grosse pression, Christophe, sur les grossistes répartiteurs pour qu'ils en aient à disposition. Ils se sont engagés à avoir systématiquement à disposition des stocks d'autotests pour toutes les pharmacies. Voilà. Ils devront être dans le tarif réglementé. Ce tarif, il faut y faire attention également parce que nous sommes regardés également sur cet aspect prix par rapport à d'autres circuits. Donc, moi, je suis très attentif à ça. Je ne vous le cache pas. Donc, ça veut dire que ces tarifs, il faut qu'on arrive à ce qu'ils soient vraiment le plus raisonnable possible parce que nous avons un enjeu de monopole et que c'est ça qui compte. Et c'est également la réponse à la crise sanitaire qui compte sur ce sujet des autotests. Très bien. Alors, à l'invitation de la FSPF, la candidate Les Républicains pour la prochaine élection présidentielle, Valérie Pécresse, a accepté d'échanger avec les pharmaciens mercredi lors d'un webinaire. Alors, Philippe, que retenez-vous de son intervention devant les pharmaciens?
D'abord, Christophe, vous dire que c'est le premier, bien sûr, de ces webinaires, mais que nous avons invité les candidats, l'ensemble des candidats pour l'instant, qui sont sûrs d'avoir les parrainages. Nous attendons le 4 mars pour savoir qui sera véritablement dans la course à cette élection présidentielle, mais nous allons avoir d'autres webinaires pour que les candidats puissent se présenter devant les pharmaciens et donner les cartes de leur programme. Bon, je crois d'ailleurs, pardon, qu'il y a eu plus de 1000 pharmaciens connectés ce jour-là. Oui, c'est impressionnant parce qu'à 9h du matin, c'était une performance parce que tout le monde est occupé entre les tests, les vaccins et l'activité officinale qui est débordante. Oui. Mais bon, le sujet intéresse. Le président de la République est amené à diriger le pays pendant 5 ans. C'est évidemment très important d'écouter ce que les candidats ont à dire sur le sujet de la santé et plus spécifiquement de la pharmacie. Donc, pour Mme Pécresse, elle s'est engagée sur le monopole de façon très claire. Elle s'est engagée également sur la place du pharmacien dans la prévention, dans le parcours. Beaucoup des mots que je retiens sur la formation continue, mais aussi sur la formation initiale des jeunes. Et ensuite, quelque chose qui était un peu innovant, en tout cas, c'était une expression qui était de Philippe Juvin, qui est son responsable santé, qui était très intéressante, qui disait que la ville devait occuper 100% du suivi des malades chroniques. Le suivi des malades chroniques doit se faire en ville et pas à l'hôpital. L'hôpital a d'autres missions que celle de s'occuper des malades chroniques. Et s'agissant des pharmaciens, c'est important parce que les médicaments, notamment de pharmacie usage intérieur, pour les cancers, pour beaucoup de l'hémophilie, pour beaucoup de traitements, sont dispensés uniquement en pharmacie hospitalière. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un gros enjeu de suivre en ville ces malades chroniques en lien avec forcément le médecin qui suit le malade. Donc il y a des retours d'informations à donner. C'est un enjeu énorme pour l'avenir. Donc là, ce que vous retenez, c'est quand même elle s'est engagée sur les 3 piliers de l'officine. Elle s'est engagée très clairement sur le monopole, très très clairement sur le maillage territorial, puisqu'elle a pris la pharmacie plutôt comme exemple, et elle a parlé d'indépendance. Donc moi, j'y ai vu bien sûr le pilier du capital, mais ça n'a pas été très spécifique. D'accord. Ça méritera d'être précisé, en tout cas. Et ces propos en matière de prévention, en mettant le pharmacien au cœur de la prévention, ça, c'est quelque chose qui a retenu votre attention? Oui, évidemment, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons depuis 2 ans, et donc c'est le nouveau métier du pharmacien. C'est au-delà de son métier traditionnel de dispensateur des médicaments, le métier d'acteur de la prévention, de préventeur, est effectivement le métier du pharmacien d'officine depuis 2 ans, et je pense que ça va continuer sur beaucoup de sujets. D'accord. Et en matière de sécurité aussi, elle a tenu des propos aussi pour protéger un peu mieux les pharmaciens qui dépistent et qui vaccinent. Je vois que vous faisiez partie des 1000, Christophe, à écouter ça. Oui, j'ai tenu le 1001. C'est exact. En fait, elle a répondu à pas mal de questions de confrères et de consoeurs qui ont posé effectivement en réponse sur la sécurité, avec la police de proximité notamment. Voilà. Très bien, je vous propose si vous voulez réécouter, l'interview est en podcast sur Facebook. Sur voxpharma.fr. Sur voxpharma.fr, voilà. Alors, nous allons maintenant parler de la convention. Alors, Philippe, la prochaine séance de négociation, se tiendra le 18 janvier. Mais en attendant, les groupes de travail continuent de se réunir. Oui, nous avons fait 2 réunions cette semaine, lundi et jeudi. Une réunion lundi sur les enjeux écologiques et sur l'accès aux soins. D'accord. Et une réunion jeudi sur l'économie de l'officine. Donc la réunion de lundi était très intéressante. Nous avons beaucoup parlé au niveau écologique de la place du pharmacien dans le circuit du médicament et donc sur sa destruction. Donc, on a parlé des opérations cyclamèdes, on a parlé d'Astri, on a parlé de beaucoup de choses comme ça. On a aussi parlé d'autres enjeux
concernant l'écologie, sur le zéro papier, sur les cartons, sur la façon dont on pouvait gérer tous les emballages dans les pharmacies. Et je pense que ça va également être nourri dans les temps à venir. Et jeudi, sur l'économie, la CNAM nous a présenté un projet visant à faire une nouvelle tranche de transformation de la rémunération de marge vers honoraires. Nous avons dit que nous n'étions pas intéressés. En fait, nous sommes intéressés par une convention métier, nous sommes intéressés par un circuit, enfin par un modèle qui met en place une garantie sur la rémunération de la dispensation. Vous savez que nous avons des baisses continues dans les PLFSS, de baisse de prix, etc. Nous sommes intéressés par ça, mais ce n'est plus le temps de faire des transformations des paramètres de la rémunération. Ça, c'était la convention de 2012 et ses avenants. C'est la convention de transformation. Là, ce que nous voulons, c'est une véritable convention métier. Donc, je pense que l'assurance maladie a compris ça. Et j'espère que mardi, nous allons pouvoir avoir une réunion de travail très, très constructive. Je ne vous cache pas qu'en parallèle, les travaux de la HAS sur la vaccination par les pharmaciens vont bon train. J'espère qu'ils vont se terminer en janvier et qu'on pourra, parce qu'en fait, c'est le cœur, franchement, c'est le réacteur de cette convention-là. Il faut que cette convention aborde le sujet de la vaccination de tous les vaccins par le pharmacien. C'est ça qui est le réacteur de cette convention. Voilà. D'accord. Et vous pensez que la signature de cette convention pourra intervenir avant l'élection présidentielle ? On verra. La place, en fait, la situation a un peu changé dans la mesure où la place du pharmacien pendant la crise épidémique, depuis l'été et jusqu'à aujourd'hui, et probablement jusqu'à l'été prochain, est tellement prégnante, tellement forte, que l'échéance de l'élection présidentielle est une échéance que nous ne sommes plus mis en deadline. Nous travaillerons de toute façon avec le président de la République élu et son équipe, quelle que soit la forme. Bien sûr, nous allons essayer de terminer avant, parce que en fait, ça retarderait les avancées métiers pour les patients, essentiellement, et pour les pharmaciens, mais pour les patients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut 6 mois entre la signature de la convention et le déclenchement de ces nouveaux actes. Donc, 6 mois, c'est le temps où nous allons être occupés, à mon sens, par la fin de la crise Covid. Mais donc, ce sera juste bien pour faire un relais d'activité après pour les pharmacies, après la crise Covid. Donc, il ne faut pas trop tarder. Je vous propose maintenant de répondre à la question d'Antoine Bordas, coprésident du syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime. Bonjour, je suis Antoine Bordas, coprésident du syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime. La campagne de vaccination antigrippale vient d'être prolongée jusqu'au 28 février 2022. Philippe, peux-tu déjà nous donner des chiffres sur la vaccination en officine ? Alors Philippe, avez-vous des chiffres à nous communiquer sur la vaccination antigrippale à l'officine ? Absolument. Alors, merci. les chiffres de la vaccination à l'officine cette année. Il y a 2 choses. Il y a la délivrance de vaccins et la vaccination, l'acte de vaccination par les pharmaciens. Au niveau de la délivrance de vaccins, on est un peu en retrait par rapport à l'année dernière qui était exceptionnelle. On va avoir, je dirais, un peu plus de 500 000 vaccins, enfin un peu moins de 500 000 vaccins par rapport à l'an dernier, ce qui fait quand même 11 millions de doses délivrées en officine. Voilà. Nous sommes pas si loin que ça pour les personnes de la population cible par rapport à l'an dernier. Nous avons fait le travail pour ces personnes-là. En revanche, il y a moins de personnes hors population cible qui sont venues se faire vacciner, probablement à cause d'une priorisation un peu trop bien expliquée
qui a fait que les gens ensuite ont considéré que la vaccination grippe, ce n'était pas pour eux. Et donc ça, il va falloir faire attention au message pour les années à venir. Mais là, la campagne va être prolongée d'un mois, hein, comme l'évoquait Antoine Bordas à l'instant. Oui, la campagne est prolongée jusqu'au 28 février. Mais je pense qu'il y a, en fait, il y aura très peu de gens qui vont se faire vacciner en plus pendant février, donc les chiffres ne bougeront pas. On retenait 11 millions de doses délivrées. Ce qui est important, en revanche, c'est le chiffre d'injection de vaccins par les pharmaciens, 4 400 000 cette année, 4 400 000, à rapprocher des 3,7 millions de l'an dernier. D'accord. Même si nous avons délivré moins de vaccins que l'an dernier, nous avons en revanche injecté plus de doses à l'officine, ce qui montre encore une fois, si besoin n'était, que l'officine devient le lieu où on vaccine et où on fait les gestes de prévention, la vaccination au premier chef. Vous avez d'autres chiffres ou nous allons passer aux questions des internautes? Mais vous savez, Christophe, que je suis toujours plein de chiffres. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme chiffre? Je ne sais pas. Si vous voulez, je peux vous donner le chiffre du nombre de vaccinations réalisées contre le Covid pour vous dire. Nous avons fait plus de 12 millions. Pour comparer justement au nombre d'injections de vaccins anti-grippe. Voilà, nous en sommes à plus de 12 millions de vaccinations Covid depuis mars 2021. Donc, voilà. À l'officine. 12 millions. À l'officine, oui, à l'officine. Plus de 12 300 000 exactement, vous voyez. 12 300 000 contre 4 400 000, donc 3 fois plus de Covid que de grippe. Voilà. Alors maintenant, il est l'heure de prendre quelques questions des internautes. Alors, quel prix conseiller pour un autotest par rapport à celui de la délivrance sur le protocole? Écoutez, moi, je n'ai pas de conseils à donner parce que d'abord, je n'ai pas le droit. L'autorité de la concurrence me surveille et donc, je n'ai pas le droit de faire de… Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un prix maximum qui est de 5,20 €, voilà, et un prix de remboursement qui est de 3,50 €, qui est amené probablement à diminuer dans le temps, sachant que ce qui garantit, c'est en plus de ce tarif, l'honoraire de délivrance qui est de 2 €. Donc, ça, c'est la rémunération du pharmacien. Et quant au tarif, il faut arriver à ce que nous n'ayons pas à rougir par rapport à d'autres circuits de distribution. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Les tags à J+5 sont toujours positifs. Oui, mais vous avez lu, comme je vous ai dit, dans le magnifique protocole qu'on vous a envoyé hier, la conduite à tenir là-dessus. Peux-tu nous dire s'il est autorisé d'embaucher une infirmière pour réaliser des tags à l'officine? Alors, je dirais malheureusement, malgré l'ensemble de nos demandes, que pour l'instant, non. Mais si j'en crois les annonces de Gabriel Attal dimanche, il y aura la possibilité de se transformer en centre donc pour des tests. Et dans ce cadre-là, oui. Alors, je n'ai pas de texte encore qui matérialise cette prise de parole du porte-parole du gouvernement. Mais dès cet après-midi, de nouveau, il y a une réunion avec sur les enjeux de la crise sanitaire avec le directeur de cabinet et je ne vais pas manquer de demander la traduction de ce qu'a dit Gabriel Attal dans son interview de dimanche. Je l'ai lu comme vous, tout le monde l'attend et ça fait des mois que tout le monde l'attend, cette affaire. Alors peut-être une dernière question. Une dernière question, oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, sur les sites, sur SIDEP. Je ne vais pas continuer avec SIDEP, pardon Christophe, mais c'est vrai que c'est insupportable en fait, cette affaire de SIDEP qui plante régulièrement. On nous a annoncé qu'il y avait désormais une capacité pour 12 millions de tests journaliers, donc ce n'est plus la capacité qui fait bugger, mais par contre, on a eu des problèmes d'accès via
Pro Santé Connect. Bon, j'espère que là aussi, ils vont le résoudre. Je suis comme vous, en fait, je suis confronté à ça. Je pense que je vais bientôt plus détester SI-DEP que les opérateurs de téléphonie, ce qui est un comble. Parce que, bon, j'espère que ça va. Je ne peux pas vous donner d'autres nouvelles par rapport à SI-DEP que celle-là. 12 millions de possibilités, donc ça, c'est fait. Et maintenant, reste à voir si Pro Santé Connect arrête de bugger de temps en temps. Eh bien, merci Philippe Besset. Merci également à Antoine Bordas pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.